Voulez-vous que j'essaie un peu de vous distraire? Nous sommes à la Cinémathèque et je suis avec Noël R. Bonjour. Bonjour, vous êtes historien du cinéma, Entre autres. entre autres, et c'est vous qui avez travaillé, en tout cas on va dire ça comme ça, sur cette rétrospective Sacha Guitry. Alors, pas exactement, mais j'avais conçu et coordonné avec Noël Giré, il y a une quinzaine d'années, une exposition qui a eu lieu ici sur Sacha Guitry, voilà, qui avait déjà été un grand moment de communion autour du culte de Guitry. Et aujourd'hui, je me réjouis de voir que Guitry, comme une sorte de fantôme éternel, revient à la Cinémathèque, hanter les murs, et de son ironie et de sa fantaisie inépuisable. Alors justement, Guitry, maître Sacha Guitry, comme on l'appelait à l'époque, c'est quand même un monsieur d'une autre époque. Il est né en 1885, il est mort en 1957. Donc est-ce que ça parle encore aux jeunes, Sacha Guitry? Ah bah, c'est pas moi qui peux demander ça, mais j'ai adoré Sacha Guitry dès l'âge de 9 ans, c'est vous dire. Bah, vous étiez jeune, Voilà. donc ça parle aux jeunes. Voilà, il m'a permis peut-être de conserver une partie de ma jeunesse. Je constate en tout cas, étant prof de cinéma à la fac, que quand on montre un film de Sacha Guitry, alors ça dépend desquels évidemment, mais les comédies, les films un peu légers qu'il a fait dans les années 30, comme Bonne Chance, Faisons un rêve, ou même Le Roman d'un tricheur, sont des films qui marchent assez bien sur les jeunes, parce qu'il y a une insolence, il y a quelque chose de pas politiquement correct. Alors évidemment, il y a toujours son rapport aux femmes qui peut paraître problématique. Alors, est-ce qu'on peut en parler? Parce que oui, ça, je ne peux pas contourner le sujet. Voilà. En même temps, est-ce que c'est vraiment quelque chose qu'on lui a reproché? Mais c'était une autre époque. Malheureusement, on ne traitait peut-être pas les femmes à cette époque-là de la même façon. Mais aujourd'hui, est-ce que c'était pas quelqu'un en fait qui était plutôt timide avec les femmes et qui allait dans la provocation pour passer au-dessus de sa timidité? Est-ce que c'était ça, Guitry, ou est-ce que c'était misogyne? Oh, je ne crois pas du tout qu'il était misogyne. Je ne crois pas non plus, mais voilà. Non, je crois qu'il avait en effet, vous avez raison, une vraie pudeur. C'était pas tant un séducteur qu'il aurait souhaité le paraître. Enfin, on va pas rentrer dans des détails intimes, mais c'était surtout quelqu'un qui aimait la compagnie des femmes, des jolies femmes, c'est certain. Alors il y a un côté peut-être un peu, on pourrait dire sur des TP1 un peu réifiant, c'est-à-dire qu'il était collectionneur, donc il aimait avoir des belles toiles, des beaux objets, des souvenirs historiques, ça c'était un peu un fétichiste de l'histoire, et puis des femmes qui étaient peut-être, qui au bout d'un moment s'ennuyaient parce qu'elles avaient un peu l'impression d'être comme une potiche dans une vitrine, et elles avaient un peu envie de s'émanciper, ce qui est bien compréhensible. Mais enfin, il a subi l'influence de ses épouses beaucoup plus qu'on ne le dit d'habitude. Sa première femme, Charlotte Lisès, l'a poussée à devenir auteur dramatique. Elle était plus âgée que lui. C'était un peu sa Brigitte Macron. Elle en a fait une sorte de surdouée du théâtre. Ensuite, sa seconde femme, Yvonne Printemps, qui était une divette, l'a poussée à écrire pour elle des opérettes. Ensuite, Jacqueline de Lubac, c'est pas si con, l'a poussée à faire du cinéma. Et on s'en réjouit aujourd'hui, car je suis pas sûr qu'on soit là pour parler de Guitry, vous et moi, aujourd'hui, s'il n'y avait pas eu le cinéma. Et puis ensuite, ça s'est un peu gâté parce qu'il les prenait de plus en plus jeunes et peut-être un peu moins bonnes comédiennes, mais en tout cas, elles ont eu une influence intellectuelle sur lui importante et qui a nourri son œuvre. Moi, je trouve que ça, justement, je cherche son nom parce que sa dernière femme. Oui, Lana Marconi. Voilà, que j'ai revu récemment dans un des films de Guitry. Je trouve qu'elle a un jeu très moderne, cette femme-là. Je suis moins enthousiaste que vous. Ouais. Je préfère Jacqueline de Lubac. Mais, j'ai redécouvert en présentant l'autre jour Donne-moi tes yeux, qui est un film de l'occupation, Geneviève de Séréville, qui est devenue Geneviève Guitry, et dont je trouve, alors là je vous rejoins, je trouve qu'elle a un jeu, je ne sais pas si vous avez vu récemment ce film, mais elle a un jeu très, très dépouillé, très économe, qui à l'époque paraissait un peu décalé, qui aujourd'hui me paraît plus intéressant. Jacqueline de Lubac, qui jouait peu aussi, qui était pas tout à fait une comédienne comme Gaby Morley ou Elvire Popesco, ou même Yvonne Printemps, mais elle a cette espèce de réserve qui fait que quand elle écoute Guitry, il y a des plans d'écoute merveilleux dans Faisons un rêve, par exemple, ou dans Désiré. Il y a des plans d'écoute où tout d'un coup Guitry, il a cette logorée, etc. Et puis tout d'un coup, il y a des plans muets sur Jacqueline de Lubac, ou même sur Geneviève Guitry plus tard, qui sont assez bouleversants parce que c'est tout d'un coup l'artifice du théâtre qui rencontre la réalité du cinéma. Alors, complètement. Et il a dit une très jolie chose sur sa dernière femme. Il a dit, c'est elle qui fermera mes yeux et qui ouvrira mes tiroirs. Oui. Et alors, les gens s'offusquent de ça parce qu'ils disent, oui, c'est misogyne, mais moi, je trouve ça plutôt charmant, en fait. Je trouve qu'il était lucide. Il avait cette lucidité, mais pour tout.
pas que pour les femmes. Oui, c'était un misanthrope. C'était un misanthrope. Donc, généralement, les misanthropes englobent les femmes dans leur misanthropie. Mais je verrais plutôt Guitry comme un misanthrope que comme un misogyne. Il avait une vision assez désabusée de l'espèce humaine, qu'il tenait à la fois de son père, qui lui était un grand macho cynique. Lucien Guitry. Lucien Guitry, son père, qui était un grand comédien, qui avait un rapport aux femmes un peu brutal. Sacha avait hérité ça des auteurs qu'il avait fréquentés dans le sillage de son père, comme Jules Renard, Octave Mirbeau, Courteline, qui avaient été un peu les bonnes fées qui s'étaient penchées sur son berceau. Et puis plus tard, bon, il faut le rappeler, il a eu quelques petits ennuis à la Libération, ayant... Oui, on ne va pas rentrer dans les détails. Voilà, s'étant un peu trop montré pendant l'occupation. Donc du coup, il en a conçu un surcroît d'amertume qui donne en fait ses meilleurs films. Parce que déjà, il y a Le Roi d'un tricheur avant-guerre, qui est un film génial, et après-guerre, il y a des films comme La Poison, par exemple, Assassins et voleurs, qui sont des films gorgés de misanthropie, de cynisme, mais qui sont peut-être ce qu'il a fait de plus moderne. Avec Pauline Carton, qui aimait beaucoup. Carton, et Michel Simon, dans son dernier film, La vie d'un honnête homme, qui est aussi un bijou. Alors, c'est très rétrospectif. Je crois qu'il y a combien de films en tout? Il y en a beaucoup, je crois. Oh, je dirais 27, 28 films qui vont être donc diffusés. Diffuser, c'est pas le mot. Projeté à la Cinémathèque. Voilà, depuis le début du mois jusqu'à la fin du mois. Exactement, avec des échanges avec le public. Alors, il y a des échanges avec le public. Moi-même, j'ai eu le plaisir d'animer une masterclass sur Donne-moi tes yeux, qui est un film très étonnant, un mélodrame assez sombre, tourné sur l'occupation, et où Guitry joue le rôle d'un sculpteur qui devient aveugle, ce qui est pour lui quand même un sacré contre-emploi. Certains critiques de l'époque s'en sont moqués d'ailleurs en appelant le film M'as-tu vu dans le noir, parce qu'il y a trop même cette volonté de se montrer. Mais en même temps, il se montre tout en se retirant. C'est un film très intéressant. Il y a évidemment des grandes fresques historiques, comme Si Versailles m'était compté. Alors, on va parler, si ça vous ennuie pas, de Si Versailles m'était compté, parce qu'en fait, il y a un DVD, enfin un coffret qui va sortir, qui est sorti en décembre. En décembre, voilà. Oui, le 5 décembre, et donc avec remasterisé, en 4K. Un très joli petit coffret, un joli produit. Et vous allez redécouvrir ma pomme, puisque c'est moi qui présente le film. Vous avez raison d'en parler, c'est Rémini qui a eu cette excellente initiative de ressortir Versailles. C'est un film qui avait la réputation d'être un peu fatigué au niveau des couleurs, et là, je pense que ça va claquer, et que ça va rendre... Parce qu'on dit toujours Guitry, c'est le vers, c'est la parole, c'est les bons mots, etc. Et c'est vrai qu'il y a un art du conteur et un art de raconter comment il raconte qui est assez merveilleux chez lui, une manière de mettre en abîme son propre récit. Mais il y a aussi, il y a aussi de l'image, il y a aussi des trouvailles de plans, de cadres, pas beaucoup de mouvements de caméra, je le reconnais, c'est pas Orson Welles, mais il y a le sens de la composition, et notamment une manière de s'inspirer de la peinture. Parce que dans Si Versailles m'était compté, comme dans Napoléon, Si Paris nous était compté, il s'inspire de toiles souvent Compières ou académiques pour faire que le cinéma prend la relève de la peinture et vient reconstruire en quelque sorte la légende picturale. Et c'est un aspect de lui qu'on pourra peut-être redécouvrir à cette occasion. Et il y a énormément d'acteurs de l'époque, puisqu'il y a Brigitte Bardot, ce qui est assez étonnant, il y a Piaf, il y a Orson Welles, Gérard Philippe, Annie Cordy, Micheline Prel et Tino Rossi. Je ne sais plus si les jeunes savent aujourd'hui qui est Tino Rossi. Mais voilà, il y a beaucoup d'artistes de l'époque. Et alors, c'est un mécène quelque part avec ce film, parce que il y a un contrat qui a été signé avec le Château de Versailles, et le Château de Versailles avait eu un intéressement sur le nombre d'entrées, et le film a très très bien marché. Oui. Et donc une partie de la restauration du Château de Versailles s'est fait grâce aux entrées de Si Versailles m'était compté. Je trouve ça formidable. C'était une politique de l'époque menée par un secrétaire d'État aux Beaux-Arts qui s'appelait André Cornu et qui avait fait une sorte de SOS pour sauver Versailles qui est tombé en ruine. Et Sacha Guitry et son producteur Clément Duhaut ont répondu à l'appel. Donc on leur a donné gratuitement le château, mais ils ne pouvaient tourner que de 5h du soir à 5h du matin. Et ensuite, à partir de là, effectivement, l'État... Alors ça donne toute une polémique parce qu'à la Chambre des députés, parce qu'on a dit comment l'argent de l'État sert à financer ce film paillard qui donne de la France une image complètement triviale et grivoise. C'est vrai que les historiens de droite, des historiens académiques, n'aimaient pas du tout cette vision un peu par le petit bout de la lorgnette qu'offre Guitry, qui c'est vrai n'est pas du tout dans une célébration de la grandeur de la France univoque, qui montre à la fois les petits côtés des rois, et puis surtout la manière dont se construisent les légendes. À chaque fois, on a comme ça des personnages historiques qui arrivent, et en fait, on est moins là à s'extasier devant la grandeur de Louis XIV qu'à s'amuser de voir Georges Marchal passer le rôle de Louis XIV à Sacha Guitry. D'ailleurs, toujours l'histoire comme un théâtre qui se construit, qui se déconstruit au fur et à mesure. C'est sa vision à lui, de toute façon. Bien sûr. Voilà. Donc, il y a de nombreux films. Il faut venir à la Cinémathèque, il faut vraiment venir voir la rétrospective Sacha Guitry. Il y a un film comme Quadrille, je le cite parce qu'en fait, Valérie Lemercier a fait un remake de Quadrille dans les années 90, donc comme quoi,
Guitry a toujours fasciné les artistes. Bah, il y a cet aspect-là. Il y a eu en effet souvent des remakes il y a eu aussi Un crime au paradis d'après La Poison. Il y a eu souvent des remakes de films de Guitry. Mais il y a aussi le fait que Guitry continue à avoir un public de théâtre. Il continue à être repris au théâtre, puisque en ce moment Michel Faux met en scène La jalousie Ben oui. avec succès. Alors c'est pas forcément le même public et c'est pas forcément le même Guitry. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a autant de Guitry qu'on veut. Étant donné que Guitry a quand même écrit 130 pièces, fait une trentaine de films, écrit des romans, fait du journalisme. Aujourd'hui, il adorerait Internet. C'était un homme multimédia avant la lettre. Donc, c'est très intéressant de voir que quand on parle avec quelqu'un qui aime Guitry, c'est pas forcément du même Guitry qu'on parle, et c'est très bien comme ça. Il a une espèce de capacité de se réincarner, dans la mesure où aussi on redécouvre en permanence des œuvres qu'on ne connaît pas. Par exemple, l'association des Amis de Guitry vient de publier un texte de lui qui avait été interdit par la censure allemande au début de l'occupation, qui s'appelle Mon Auguste Grand-Père, qui raille les lois anti-juives, qui n'est peut-être pas sa meilleure pièce, mais enfin on découvre là aussi un Guitry politique qu'on ne connaissait pas forcément. Donc il y a constamment des découvertes et des plaisirs de relecture de Guitry à opérer. Et alors une dernière chose, il y a 7 nouveaux films qui ont été restaurés, qui vont être projetés au cinéma. Donc c'est autre chose que la rétrospective. Hein. La rétrospective, c'est à la Cinémathèque. Le reste, c'est vraiment dans les salles de cinéma. Il y en a 7. Et ça fait suite, en fait, à une première rétrospective qui s'appelait Le Génie Guitry, en 2023. Et c'est une restauration qui a été faite par Gaumont Pathé et Studio TF1. Voilà, donc je trouve qu'en ce moment, il y a une sorte d'énergie sur Guitry à tous les niveaux, et c'est plutôt bien qu'on découvre ce grand monsieur du théâtre et aussi du cinéma. Alors là, c'est les Acacias qui effectivement se sont lancés dans cette très très belle reprise en salle. Ça permet de découvrir effectivement à chaque fois des films. Ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois, ils sortent un panel différent de films qui permettent de montrer diverses facettes. Parce qu'il y a l'aspect historique dont je viens de parler, il y a l'aspect, les films un peu amoureux, un peu cyniques comme Le Roman d'un tricheur. Et puis il y a toute une veine qui est, j'appellerais la veine un peu théorique. C'est le Guitry qui invente, avant la lettre, la télévision culturelle, hein, puisque dès les années 1915, il va filmer des grands artistes comme Sarah Bernard, comme Monet, comme Degas. Ouais. Il va ensuite faire une conférence à partir de ça qui va devenir une émission de télévision, Ceux de chez nous. Il y a de 1429 à 1942, sous l'occupation, qui reprend un peu le même principe. Donc il y a une manière d'inventer le documentaire sur l'art, tel qu'on le connaît aujourd'hui sur Arte tous les jours. C'est Guitry qui l'a inventé. Mais c'est grâce à ça aussi qu'on a des images de Monet, des images, des films, pas simplement des photos. Donc, oui, mais en même temps, c'est important de voir ces images, vous avez raison, mais de voir ces images avec la voix de Guitry, parce que ce qui leur donne un corps, et ce qui fait ce qui les rapproche de nous, et ce qui fait qu'on a un plaisir énorme à voir ces images, par exemple, de Camille Saint-Saëns en train de diriger un orchestre, c'est que en fait, Guitry nous raconte que c'était bidon, que derrière, il n'y avait pas d'orchestre du tout, et que Camille Saint-Saëns dirigeait un orchestre. C'est toujours c'est toujours comment on écrit l'histoire, et même, je dirais, comment on réécrit l'histoire. L'histoire comme une perpétuelle invention de légende. Et ben voilà, merci, on va s'arrêter là. En fait, c'est jusqu'au 29 novembre à la Cinémathèque, la rétrospective Sacha Guitry. Certains films vont être projetés ensuite au cinéma, aux Acacias en l'occurrence. Et en région. Et en région, la sortie du DVD, enfin, Blu-ray, du coffret, et La Jalousie. Et La Jalousie à la Bichaudière. Au théâtre, à la Bichaudière. Donc voilà. Je vais le voir samedi. Voilà. Vous en direz des nouvelles. Vous me direz si c'est bien. Donc allez voir Sacha Guitry, redécouvrez Sacha Guitry. C'est un grand monsieur, un grand maître du théâtre et du cinéma, et c'est aussi notre patrimoine français. Voilà. Merci. Merci à vous. Merci. J'aime pas vraiment.